Alors, les vacances. Nous avions de la chance. Quand j'étais petite, il y avait 3 mois pleins de vacances. Et c'est ce que vous voyez par exemple dans les mémoires de Marcel Pagnol, qui écrivait ses mémoires d'enfance. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets. Et on ne rentrait à l'école que le 1er octobre. C'était le temps des châtaignes, le temps des feuilles mortes, le temps du froid qui descend et on se dit que, en fait, on est bien en classe. Quand j'étais à l'école primaire, on apportait ses pantoufles en classe, au village, et on les mettait autour du feu pour qu'elles se réchauffent. On enlevait nos chaussures, nos godillots qui étaient pleins de boue, de pluie, et on mettait des chaussons bien chauds jusqu'à la récréation. Mais les vacances, alors qu'est-ce qu'on faisait en vacances? Je passais toutes mes vacances d'été chez ma grand-mère, 3 mois pleins. Ça s'est passé jusqu'à ce que je rentre au guide. Et même quand je suis rentrée au guide, après le camp, qui était généralement en juillet, euh, j'allais chez ma grand-mère. Le camp, le camp de guide, c'était donc les guides, c'était les filles scouts. On partait en car et les filles, les autres, chantaient les chansons à la mode qu'elles avaient apprises à la télévision ou à la radio, je ne sais pas. Chez nous, il n'y avait rien de tout ça, ni télévision, ni radio. Et comme je ne fréquentais pas les autres, que je n'allais jamais à des parties, que je n'étais jamais invitée nulle part et que je n'invitais personne, puisque ma mère gardait jalousement la porte de la maison contre les intrus, ça fait que, en fait, je ne connaissais pas toutes ces chansons. Mais j'ai appris ces chansons, les chansons qu'on appelait à l'époque yéyé, euh, Sheila, Johnny Hallyday et les autres, et d'autres chansons beaucoup plus belles, en fait, encore. Et on chantait, j'apprenais ces chansons dans le car, puisque le voyage durait généralement longtemps. On est allé dans le sud de la France, on est allé en Italie. Quand on arrivait, on aboutissait dans une clairière, et là, on commençait à couper des arbres et à les mettre ensemble. Il était interdit d'utiliser des marteaux et des clous, donc on les attachait avec de la corde et des nœuds spéciaux pour faire des tables, des chaises. On préparait également une douche au milieu du ruisseau qui bordait le camp, toujours. On mettait 4 pylônes de, qu'on avait coupés dans la forêt et on les entourait d'un drap blanc. Et comme ça, on pouvait aller se laver avec l'eau du ruisseau, bien sûr, l'eau froide. Il y avait aussi la toilette qui était organisée de la même manière. On rentrait là-bas et il y avait un trou. Là, c'était pas dans le ruisseau. On faisait un trou, un grand trou, et chaque jour, on versait du détergent, un truc contre les microbes, pour que les mouches ne viennent pas. Et puis, on montait la tente. Chaque groupe avait sa tente, chaque petite famille. Et ensuite, on occupait les journées. Là, on se levait, on avait une assemblée, on priait. Ensuite, on allait marcher, on faisait des découvertes, on allait visiter des endroits. Il y avait des tas d'activités dans le camp. J'aimais beaucoup parce que ça se passait tout dehors. Mais je n'étais pas très sociable, il faut reconnaître. Et donc, quelquefois, je me tenais un peu à l'écart. J'étais connue comme un peu bizarre. La fille qui aimait mieux les livres que la vie en société. Et puis, après le camp, je retournais chez mes grands-parents. Et ma grand-mère économisait chaque année pour m'acheter des livres et m'offrir des moments précieux. Aller promener à droite et à gauche.
l'une de mes activités de vacances préférées, c'était d'aller au-dessus du parc. Juste, le parc était en contrebas dans la ville, mais au-dessus du parc, il y avait une esplanade et quelqu'un louait des bicyclettes. Il était là et il louait des bicyclettes aux enfants qui allaient de 3 4 ans jusqu'à peut-être 10 11 ans. Et on faisait des tours de bicyclette, payés par ma grand-mère, bien sûr. On roulait en rond sur le vélo, sur l'esplanade. On allait aussi au parc souvent. On s'y promenait, on regardait, on jouait au ballon, je jouais au ballon. J'admirais les oiseaux de la grande volière. On allait aussi chaque année en pèlerinage à la polyclinique, là où j'étais né et où on m'avait soigné quand j'étais nouveau-né. Et il y avait une religieuse cloîtrée là-bas qui s'appelait Mère Clotilde de Jésus. On allait lui rendre visite et ma grand-mère lui disait: Et voilà ma petite fille, tu vois, elle grandit bien, elle est en bonne santé. Et on bavardait comme ça et j'admirais beaucoup cette femme. Elle avait une voix très tranquille, très douce, très paisible. Il y avait une grande paix dans cet endroit, dans ce parloir. Mais on ne la voyait que à travers une clôture, un treillis en bois. Chaque année aussi, euh, donc ma grand-mère m'achetait des livres et mon père également m'achetait des livres. Il avait un ami qu'il avait rencontré probablement à son travail, au cours de son travail, qui était instituteur et qui écrivait des romans pour les enfants. Et grâce à ces romans, j'ai visité des tas de pays en imagination. L'Espagne, la Norvège, l'Égypte, beaucoup d'endroits. Et j'ai toujours ces livres et je les relis de temps en temps parce qu'ils sont vraiment magiques. C'est un univers qui m'a été très très précieux et qui le reste. Et qui m'a aussi appris les avantages de la lecture. Une autre activité des vacances, c'était d'aller à la foire de Valence. La foire, c'était un événement annuel où tous les commerçants et tous les groupes, les associations venaient présenter ce qu'ils faisaient, leurs activités, mais aussi les objets qu'ils vendaient. Et chaque fois, on allait dans un seul stand, celui des pères blancs. Ma grand-mère m'emmenait là-bas et c'était, ils vendaient des livres et des bibelots et elle m'avait acheté un petit éléphant noir que j'ai perdu au cours d'un déménagement. Mais j'ai toujours les livres. Il y en avait un des deux qui s'appelait Bemba et l'autre c'était Myriam Reine Fétiche. Ces pères blancs euh, étaient toute l'année au Bénin. À l'époque, c'était le Dahomey. Donc là, j'étais très petite. J'avais 5 6 ans. Et on m'achetait ces livres que je lisais et qui me portaient de nouveau dans d'autres endroits, mais cette fois en Afrique. Et je crois que cette visite au Père Blanc de la foire, ça a été ma première rencontre avec l'Afrique. Une Afrique coloniale, bien sûr. Mais moi, je n'en savais rien, je ne connaissais rien de toutes ces histoires de colonisation. Tout ce que je savais, c'était que c'était un univers complètement, entièrement différent du mien, avec une, un malaise, quelquefois une lutte entre le christianisme et la religion traditionnelle. Et j'ai commencé à voir le sort des enfants dans ce malaise, dans cet entre-deux, entre le traditionnel et le moderne. Chaque été aussi, j'allais, ce qu'on appelle, aux eaux. L'eau qu'on boit, les eaux, c'était une tradition dans la bourgeoisie et mes grands-parents allaient chaque fois aux eaux, généralement à Vichy ou à Évian, qui étaient des villes d'eau, comme on dit, c'est-à-dire des villes qui avaient une source médicamenteuse. Et donc les gens allaient là-bas, au lieu de prendre des médicaments, ils prenaient les eaux. Donc on allait au kiosque qui donnait l'eau gratuitement et on buvait un verre d'eau, généralement 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. Et il ne restait après qu'à payer pour l'hôtel. Et mes grands-parents
aller dans un hôtel qui était généralement assez chic. Et ma grand-mère était aux Anges, elle aimait beaucoup ces villes d'eau. Et en dehors de boire de l'eau, on visitait la ville et surtout, tous les après-midi, on allait s'asseoir sur une esplanade qui était garnie de chaises de fer peintes en blanc et on écoutait des concerts de musique classique, de, de musiciens variés. Et j'aimais beaucoup euh, ces concerts. Il y avait des types de musique que j'appréciais davantage que d'autres. Et c'était ma première vraiment introduction à la musique de concert. Et j'ai découvert que je préférais certains musiciens à d'autres. Par exemple, j'ai développé un amour pour Chopin. J'aimais beaucoup Chopin. Et il y en avait d'autres, bien sûr, il y en avait beaucoup d'autres. Et quelquefois, je ne savais même pas de quel musicien il s'agissait. On s'asseyait en grand silence et on écoutait. C'était vraiment reposant et c'était instructif aussi. Mais c'était un plaisir d'écouter de la musique et pour moi, c'était encore bien mieux que d'écouter ma grand-mère qui jouait toujours au piano. Et généralement, elle jouait à quatre mains, comme on dit, avec une collègue euh, asiatique, chinoise ou japonaise, je ne sais pas, ou coréenne, qui venait la voir une fois par semaine et elles jouaient ensemble. L'autre dame jouait du violon et moi j'écoutais ma grand-mère donc qui jouait du piano ensemble. Et j'avais un petit fauteuil euh, qu'on avait mis juste à côté du vaisselier. Quand on entrait dans le salon, euh, à droite, il y avait le piano et puis au milieu une table ronde, une table en acajou et à gauche il y avait un vaisselier et entre la porte et le vaisselier il y avait un espace juste assez grand pour que je puisse m'asseoir et quand on ouvrait la porte c'était comme si on avait fermé la porte de ce petit espace, ce qui fait que je pouvais écouter sans être vu. C'était absolument génial, un plaisir énorme d'être là dans ce petit coin-là sans être dérangé à écouter de la musique. Quand ma grand-mère était seule, elle jouait également seule. Et la seule chose que je me suis toujours demandé, mais je n'en ai jamais rien dit à personne, c'était pourquoi est-ce que mon grand-père, qui était si gentil, si amoureux de ma grand-mère, disparaissait systématiquement quand elle jouait du piano? Je n'ai jamais su. Et même quand l'autre dame venait jouer avec elle, mon grand-père n'était jamais là. Il profitait de ce temps-là pour aller faire la sieste. Si c'était moi, je ne serais certainement pas partie. Et vous?